Carter et son état-major à Camp David pour de nouvelles initiatives. Cambodge entre l'espoir et la servitude, enquête d'Antenne 2. Raymond Barre devant l'UDF, croissance de l'économie en 79, 4%. Messieurs, bonsoir. Comme promis hier, je vous confirme que la seconde partie de ce journal sera entièrement consacrée donc à un document très instructif que viennent de nous ramener du Cambodge Édouard Laure et Alain Saint. Vous y verrez la vie renaître, vous y verrez des petits Cambodgiens manger à leur faim, mais vous verrez aussi le prix qu'ils paient pour vivre, un prix qui se mesure en grammes de liberté. Mais tout de suite, ce qui va se passer demain et après-demain aux États-Unis. Un petit peu pour forcer la chance électorale à la veille de primaires importantes dans l'État de New York, mais surtout pour débloquer une situation internationale très figée, Jimmy Carter vient en effet de décider de réunir tout son état-major à Camp David. Nous sommes en mesure de vous l'annoncer maintenant. Et c'est la raison pour laquelle l'émission Quart sur table, prévue avec Cyrus Vance lundi prochain, sera reportée d'une semaine. Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel accueilleront donc le secrétaire d'État américain le 31. Nous retrouvons à Washington Jacques Segui. Américain et ses collaborateurs vont s'enfermer jusqu'à lundi pour passer en revue les grands thèmes de politique étrangère. Et en dramatisant cette réunion, en lui donnant de l'éclat, Carter veut qu'on retrouve en lui l'image de la fermeté, de la décision qui effacerait les flous et les demi-teintes des dernières semaines. Et puis, Carter sait depuis quelques jours que la situation est bloquée en Iran. Les otages ne seront sans doute pas relâchés avant la fin mai. Il sait que la situation est bloquée en Afghanistan, où les soviétiques sont plutôt durs avant la fameuse offensive du printemps. Ces mêmes soviétiques qui, d'autre part, seraient prêts à reprendre le premier contact à Belgrade, aux obsèques de Tito, pas directement avec les États-Unis, mais par l'entremise des Européens. Et c'est pourquoi, Begin et Sadat étant disposés à négocier, le président américain met l'accent aujourd'hui sur le Proche-Orient, avec naturellement des arrière-pensées électorales, puisqu'il va affronter mardi prochain l'électorat juif de New York, qui a beaucoup de reproches à lui faire. C'est pourquoi M. Cyrus Vance a retardé son rendez-vous avec Antenne 2. Mais il m'a fait dire que c'est pour bientôt. Car la semaine qui s'achève va nous projeter une nouvelle fois vers des initiatives américaines spectaculaires ou importantes. Pour bientôt donc, pour lundi 31, 20h30, Cyrus Vance. Jacques Segui parlait tout à l'heure un petit peu vite des obsèques de Tito. Eh bien, l'état de santé est inchangé pour le maréchal Tito, qui reste très grave. Son état de santé reste très grave, c'est ce que nous dit le communiqué d'aujourd'hui. L'arrestation par la police argentine de 70 parents de personnes disparues, entre guillemets. 300 personnes s'étaient réunies sur la place de Mai à Buenos Aires pour solliciter une entrevue avec le président argentin. Et puis la visite officielle de Simone Veil à Bonn. Elle a vu aujourd'hui Helmut Schmidt, le chancelier ouest-allemand, à 10 jours d'un sommet important des 9 à Bruxelles. La présidente de l'Assemblée européenne s'est montrée préoccupée par l'intransigeance britannique. Les contacts que j'ai auprès des gouvernements, notamment au cours de ce voyage à Bonn, me donnent l'occasion d'exprimer la position du Parlement et au moment actuel, aujourd'hui, l'inquiétude qu'éprouvent tous les parlementaires à l'idée d'une crise qui ne serait pas résolue et qui nous paraîtrait, sur le plan de la construction européenne, extrêmement grave pour l'avenir, car bien sûr nous faisons confiance, nous savons qu'il y a déjà eu des crises, que nous surmonterons celle-ci, mais dans le moment de tension internationale actuelle, il serait grave que l'Europe ne trouve pas ses solutions. Les affaires françaises, maintenant, avec la suite de l'agitation dans l'enseignement. Les 3/4 des enseignants des écoles privées ont cessé le travail aujourd'hui à l'appel de 6 syndicats et ont manifesté à Paris. C'est un phénomène plutôt inhabituel dans l'enseignement privé que de nombreux parents choisissent souvent justement pour son calme. Ce mouvement est exceptionnel. Pour nombre des enseignants du privé, c'est aujourd'hui leur première grève. En chiffres, l'école privée se porte assez bien. Près de 2,5 millions d'élèves, 10 500 établissements contre 60 000 dans le public, 120 000 enseignants, surtout laïcs, et 13% du budget de l'éducation. Or, dans les années 50, l'école libre ne pouvait plus payer convenablement ses maîtres. En 59, la loi Debré affirme le droit à l'existence de l'enseignement privé, renforcé en 77 par la loi Germer, au nom de la liberté des familles pour l'enseignement de leur choix. Depuis, 90% des écoles privées sont sous contrat avec l'État. En contrepartie d'un strict contrôle pédagogique, ils subventionnent l'établissement et rémunèrent les enseignants. Ceux-ci protestent aujourd'hui car ils n'ont ni le même statut ni les mêmes retraites que dans le secteur public, comme le prévoyait la loi Germer.
Prenons le cas par exemple de la qualification de nos enseignants. 80% de nos maîtres de l'enseignement secondaire sont pratiquement condamnés à être traités comme des auxiliaires d'enseignement public, même s'ils font carrière, alors qu'il reste encore 6% d'auxiliaires d'enseignement public. Par ailleurs, les horaires des professeurs du privé passeront l'an prochain de 18 à 21 heures par semaine, contrairement aux enseignants des collèges publics. Enfin, les fermetures de classes les concernent aussi directement, car leurs conditions d'auxiliaire risquent bien d'emmener certains directement au chômage. Et puis, pendant plusieurs heures, la nuit dernière et ce matin, le président de l'université de Paris 6, c'est-à-dire de Jussieu, a été retenu par une soixantaine d'étudiants qui protestaient contre la menace d'expulsion qui pèse sur un étudiant nigérien de la faculté. Marcel Boussac est mort ce matin à l'âge de 90 ans. C'était l'un des industriels français les plus influents, les plus importants, avant que la crise du textile ne le contraigne à vendre son empire aux frères Villot, il y a 2 ans. Propriétaire d'une prestigieuse écurie de course, c'était aussi un passionné de cheval. Pierre-Marie Thiaville. L'homme qu'on a vu pour la dernière fois en public l'an dernier à l'occasion de la remise d'un trophée hippique n'était même plus vraiment riche. Pratiquement toute son immense fortune avait disparu dans le naufrage de son groupe textile, balayé par une nouvelle concurrence internationale à laquelle ce patron d'un autre siècle n'avait pas su s'adapter. Tandis que les usines survivantes étaient rachetées par le groupe Villot et les 11 000 salariés confrontés à de difficiles problèmes d'emploi et de recyclage, la vente de la maison de couture Christian Dior, des journaux L'Aurore et Paris Turf et des célèbres écuries de course n'avait pas suffi à éponger le passif d'une des plus grandes liquidations de l'après-guerre. Ce matin, Marcel Boussac est mort à 91 ans dans un hôtel particulier qui depuis 2 ans déjà appartenait à ses créanciers. La politique maintenant, toujours la bande des trois derrière l'affaire Marché. C'est Charles Fitterman, son fidèle second, qui l'a répété à midi sur Antenne 2. Quand on lui a demandé quelle serait l'attitude des communistes au second tour des élections, si le socialiste arrivait en tête de la gauche, eh bien Charles Fitterman a répondu sans plus de détails, le Parti communiste n'a jamais favorisé et ne favorisera jamais la droite. Et puis demain, le congrès de l'UDF à Orléans, l'UDF qui piaffe d'impatience à l'approche des présidentielles. Elle a envie d'apporter tout son concours à une réélection du chef de l'État. Et en attendant, elle se trouve un petit peu entre 2 chaises. Le reportage que nous propose maintenant Jean-Louis Le Seine. Quand on est député, il arrive qu'à l'issue d'une visite d'école, on soit dans l'obligation de mâcher des confettis tout en gardant le sourire. Quand on est député de la majorité, il est certain que recevoir un ministre, lui organiser une visite d'usine, une réunion publique, est une bonne chose. La presse locale parle de vos relations, donc parle de vous. Mais quand on est député de la majorité à Marseille, dans la ville tenue par Gaston Defferre, dans une circonscription entourée de circonscriptions communistes, alors là, la tâche n'est pas facile. C'est sans doute ce qui resserre les liens entre militants, même en dehors des périodes électorales, ce qui les motive dans leur travail pour leur élu. C'est sans doute aussi ce qui donne à un député de 40 ans, dans le civil paisible prof d'histoire géo, des allures de jeune notable fonceur, justement parce qu'il ne sous-estime à aucun moment la puissance de ses adversaires politiques. Nous sommes dans un département très difficile. Vous savez qu'il y a 11 députés, 7 députés communistes, 2 députés socialistes et 2 députés de la majorité. Au Conseil général, les choses sont pratiquement encore pires. 22 socialistes, 17 communistes et 5 élus seulement de la majorité. Alors évidemment, c'est difficile. Ça vous met mal à l'aise ? Ça ne nous met pas du tout mal à l'aise parce que nous gagnons les élections et que petit à petit, nous brisons ce cercle rouge. Ici, à Marseille, on est loin des soucis de la direction nationale. Pas d'état d'âme. On milite avant tout sur le terrain pour un homme. Le Parti républicain existe, puisqu'on peut rencontrer l'un de ses élus. Et quoi qu'en dise Jean-Claude Gaudin, l'UDF n'existe que par PR interposé, aux grandes dames des autres formations, notamment du CDS. Ce qui n'empêche pas qu'on ait préparé activement, et au nom de l'UDF, le congrès d'Orléans. Pratiquement, entre le PR et les autres familles giscardiennes, Parti radical, CDS, et même les représentants des clubs et des adhérents directs, c'est à peu près 400 personnes qui iront au congrès d'Orléans.
Est-ce que vous ferez des propositions qui pourraient servir de plateforme au candidat Giscard? Au candidat Giscard, sûrement pas, puisqu'il y a démocratie française, ce n'est pas la peine. Nous avons travaillé dans une dizaine de commissions, nous avons réfléchi. Mais est-ce que finalement un congrès comme celui d'Orléans, ça sert à quelque chose ou est-ce que ça fait simplement partie du rituel politique? Il est utile que les militants se rassemblent, que les militants s'expriment, que les députés adhérents à l'UDF fassent aussi un certain nombre de propositions. Ainsi, on fait avancer les choses et on relève les défis. Pour ce qui s'annonçait comme un grand congrès, il faut bien reconnaître que c'est peu. Mais d'un côté, l'échéance présidentielle approche, de l'autre, on n'en est pas encore, loin s'en faut, à l'heure des comités de soutien. D'ailleurs ici, on vous affirme sérieusement, sans la moindre gêne, qu'on ne sait toujours pas qui sera le candidat de l'UDF en 80. Ce matin, l'UDF avait précédé son congrès d'une journée parlementaire, à l'occasion de laquelle on a appris que le Proche-Orient serait l'un des thèmes majeurs des travaux d'Orléans. Raymond Barre, qui était venu devant les députés de sa tendance, a eu des propos plutôt optimistes sur la situation économique. La croissance de l'an passé a été de l'ordre de 4%, a-t-il dit, c'est l'une des plus élevées du monde occidental. L'investissement global et surtout celui des entreprises a fortement progressé. Et puis alors une conclusion tout à fait dans le style du Premier ministre. Laissons les professionnels du dénigrement s'agiter verbalement dans l'aigreur et l'impuissance. La marée noire maintenant. Voici une carte qui va vous prouver l'état de la situation. Les vents nordais qui soufflent depuis 3 jours ont poussé la pollution du Tagno vers l'ouest et notamment à Brignogan. Plus lourd et plus visqueux, il s'infiltre moins que celui de l'Amoco-Cadiz. Mais cette fois, pas de bénévoles pour le ramasser. Les Bretons en ont assez à Trégastel, que nous voyons arriver sur cette carte, à côté de Perros-Guirec, en face des 7 îles. L'on a repêché aujourd'hui le cadavre de l'un des marins malgaches du Tagno. Les opérations de nettoyage des plages et des rochers se poursuivent et les professionnels de l'hôtellerie conjurent les estivants de ne pas annuler leurs réservations. Tout sera propre en juin, disent-ils, et ils ont hélas les expériences passées pour eux. Je vous parlais hier de l'enlèvement du petit Mohamed à Dijon. Eh bien cet après-midi, le corps de ce petit garçon de 7 ans a été repêché dans le canal de Bourgogne. C'est l'une de ses tantes qui l'avait enlevé avant-hier et qui réclamait une rançon de 30 000 francs pour la police. C'est probablement elle aussi qui l'a poussé à l'eau. Et puis cet autre drame familial, hier à Alès, Jean-Claude Fils, le directeur d'un centre pour handicapés, n'a pas supporté d'être licencié de ses fonctions. Il a tenté de se suicider après avoir tué sa femme et ses 2 enfants âgés de 3 et de 7 ans. La femme d'Edgar Pisani, l'ancien ministre, s'est tuée dans un accident de la route cet après-midi alors qu'elle se dirigeait vers Étampes. Sa voiture a heurté un autre véhicule qui arrivait en sens inverse. Et puis l'ouverture ce matin à Tarbes, devant le tribunal de grande instance, du procès de 4 médecins inculpés d'homicide involontaire et de complicité. Ces médecins sont également inculpés d'avortement. Ils sont accusés d'avoir pratiqué ou de faciliter des interruptions de grossesse, soit sur des étrangères, soit au-delà des délais légaux prescrits par la loi. Au travers de ce procès, un certain nombre d'associations féminines veulent remettre en cause, d'une part, les modalités d'application parfois incomplètes de la loi Veil-Pelletier, d'autre part, le délai de 10 semaines prévu par la loi, au-delà duquel l'interruption de grossesse est interdite. 450 médecins de l'ensemble de la France ont demandé à partager en quelque sorte l'inculpation qui pèse sur leurs confrères de Tarbes. Les 2 reproches qui sont faits à la loi sur l'IVG par ces protestataires sont les suivants. D'abord, l'interdiction qui est faite aux médecins de répondre aux demandes des mineurs et des étrangères, Tarbes est très proche de l'Espagne. Deuxième reproche, le délai de 10 semaines est un seuil trop rigide, disent ces médecins. Par manque d'information, des femmes laissent passer le délai légal et se voient obligées ensuite d'avoir recours à l'avortement clandestin, donc dangereux. Le procès se poursuivra demain avec l'audition d'une 50aine de témoins, jugement probablement en délibéré. L'instruction de l'affaire du meurtre de Jean de Breuil est terminée. Elle aura duré 3 ans et demi. Si des incidents de procédure ne retardent pas la tenue du procès, celui-ci pourrait débuter à l'automne. Jean-Paul Sartre, hospitalisé hier à l'hôpital Broussais à Paris, a passé une bonne nuit. Actuellement, les médecins font progressivement baisser sa tension, mais l'écrivain, dont le président de la République vient de prendre des nouvelles, restera encore quelques jours à l'hôpital.
Voilà maintenant une page de détente, une plage de détente, même après cette série de télégrammes gris et noirs, vous allez assister à la naissance peut-être d'un nouvel art. Il y avait déjà un instrument de musique assez torturé, le synthétiseur à micro-ordinateur, il y avait aussi des spectacles son et lumière grâce au laser. Eh bien, Georges Leclerc a proposé à des artistes d'utiliser un même ordinateur pour piloter la musique et le laser. Le résultat, vous allez le voir, est assez étonnant. Oui, regardez ces formes géométriques, elles sont dessinées par un laser, elles suivent le rythme de la musique dans leur forme et dans leur mouvement. En fait, le synthétiseur de musique et le laser obéissent à un même cerveau, un micro-ordinateur manié par des artistes qui viennent d'inventer devant vous un nouvel instrument. Chaque mouvement de ces petits miroirs est en quelque sorte une note. L'effet lumineux peut être puissant ou obscur, la lumière concentrée ou étalée, le balayage lent ou rapide, et cela en fonction de la musique. Derrière ces instruments, des hommes s'activent. Ils sont électroniciens, informaticiens, bricoleurs, mais aussi compositeurs, artistes, musiciens. Le côté lumière, c'est l'équipe de Laser Graphics. Elle assure entre autres la comédie musicale Moïse, qui passe en ce moment à Paris. Avec eux, ils ont invité Michel Guess, compositeur et inventeur de synthétiseurs. Ensemble, ils ont créé ce spectacle inédit, uniquement pour vous. Est-ce là un nouvel art qui est en train de naître? Peut-être, à condition que son usage ne soit pas réservé aux boîtes de nuit, à condition que ces jeunes puissent continuer à s'exprimer, à construire leurs appareils, à pouvoir montrer leurs œuvres. Ils sont un exemple artistique de ceux qui ont compris ce que l'on pouvait réaliser avec un micro-ordinateur. Plutôt que d'en avoir peur, il faut le maîtriser. Par exemple, en pratiquant le concours micro lancé par la mission informatique et Antenne 2. Et ce, à l'aide d'un petit appareillage qui se trouve à côté de moi et que l'on peut modifier à volonté. Vous le voyez, il suffit de bouger avec les mains et on arrive à des choses tout à fait étonnantes. C'est donc le Laser System Georges Leclerc. Coupe de France de football maintenant, les matchs allés se joueront le 11 avril et les matchs retour 4 jours plus tard, le 15. Donc, principaux matchs à suivre, Monaco-Lille, vous le voyez, Valenciennes-Sochaux et Saint-Étienne-Nice. Et puis à propos de sport, sachez que les Jeux du Stade de demain après-midi n'auront pas lieu à la Défense, mais depuis l'île de Puteaux, en direct du Hall des Sports. Et j'en profite aussi pour vous dire que 2 heures auparavant, notre émission, samedi et demi, sera consacrée à la santé des cheveux. En effet, 1 Français sur 3 a des problèmes avec ses cheveux. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP réalisé pour Antenne 2 et pour VSD. Presque 1 Français sur 2 avoue perdre ses cheveux et utiliser des produits de soins. Nos compatriotes se lavent beaucoup les cheveux, la moitié d'entre eux 1 fois par semaine. Une grande peur de devenir chauve parce que c'est laid, que ça fait vieux, paraît-il. Et puis ce sondage nous enlève une illusion. Il ne reste que presque plus de vraies blondes et encore moins de vraies rousses. Voilà des problèmes qui ne laissent pas indifférent Léon Zitrone et c'est lui qui, fidèle au poste, vous présentera le journal de 20 h demain soir. La météo, aujourd'hui il a neigé un petit peu partout en France et il a fait froid, à l'exception du sud-est où le soleil a fait quelques apparitions. Demain, le temps restera médiocre, il neigera, comme vous le voyez, de l'Alsace au Val-de-Loire, il pleuvra sur la Manche et sur tout le sud du pays, en montagne et dans les Alpes, notamment de grands risques d'avalanche. Voilà, le Cambodge. Nous étions restés sur les souvenirs de nos derniers reportages assez dramatiques. On y voyait des enfants mourir, on y voyait des vivres leur arriver, mais bien peu distribués. Eh bien aujourd'hui, cela va mieux. Une équipe d'Antenne 2 qui revient de là-bas peut en témoigner. La vie renaît. Pourtant, ne versons pas dans le manichéisme, tout n'est pas rose, la situation sanitaire est catastrophique, nous dit le professeur Minkowski, qui lui aussi revient de là-bas. Et puis, surtout, se nourrir se paie. Et c'est au prix d'une certaine conception de la liberté. Édouard Laure, Alain Saint. Symbole de la mort pendant 4 ans, symbole de la vie aujourd'hui, cette nuit-là, dans l'un des hôpitaux de Phnom Penh, 5 Cambodgiens sont nés. La plus belle image du Cambodge que l'on puisse proposer aujourd'hui, la naissance, le cri d'un enfant. Parce qu'à travers lui, c'est un pays tout entier qui renaît. Avec l'envie de gommer tout ce que l'on a vu depuis 1 an, écœuré par ces charniers, même si les chiffres de 3,5 millions de morts ont été considérablement grossis.
écœurés par cette vision de gosses mourant de faim, mais que l'on retrouve aujourd'hui devant un bol de riz. Ce sont pourtant ces mêmes enfants qu'il y a à peine quelques mois l'on disait condamnés. Un fantastique travail de la Croix-Rouge et de l'UNICEF, travail silencieux, sans publicité. Même si derrière ce bol de riz, derrière le visage, le regard de ces orphelins, il y a pour toujours les souvenirs d'un épouvantable cauchemar qu'on appelle la famine et la mort. Comprendre enfin que le seul désir aujourd'hui de tous ces Cambodgiens est celui de vivre, simplement vivre. Pour le reste, peu importe. Peu importe que ce matin-là, les haut-parleurs de la radio de Phnom Penh diffusent un chant soviétique. Et qu'au même moment, comme un défi, à une centaine de mètres de là, dans la cour du lycée de Phnom Penh, quelques 300 autres gosses entonnent l'hymne national cambodgien. Le prix de cette renaissance, une frontière à mi-chemin entre Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon et Phnom Penh. Une région presque désertique, une barrière plus que symbolique et le sentiment de passer d'un côté comme de l'autre sans besoin de présenter quelque papier que ce soit, tout simplement parce qu'il n'existe plus de frontière entre le Vietnam et le Cambodge. C'est par cette route que sont passées les troupes vietnamiennes ce jour de janvier 79, il y a un peu plus d'un an, chassant en 2 jours le régime de Pol Pot soutenu par les Chinois pour y installer un régime soutenu par les Russes. Et pour y installer au passage l'ordre vietnamien, contrepartie de la remise en état du pays. Ainsi de cette plantation de caoutchouc, la richesse du Cambodge il n'y a pas si longtemps. Complètement abandonnée pendant 4 ans, ce sont les Vietnamiens, avec des conseillers soviétiques, qui se chargeront de sa remise en route. Y compris le matériel des usines de retraitement, matériel américain, même si on ne sait pas encore très bien où se procurer les pièces de rechange. Le tout à charge pour les Cambodgiens de fournir à l'avenir en caoutchouc directement Hanoï et Moscou. Les Vietnamiens sont aujourd'hui partout au Cambodge. Présence discrète en matériel, mais considérable en nombre. Pour la plupart des jeunes de 15 à 20 ans. Présence efficace qui incontestablement apporte, du moins pour l'instant, un sentiment de sécurité à ces millions de Cambodgiens déplacés il y a encore 1 an d'une campagne à l'autre par les armées de Pol Pot. Des milliers de Cambodgiens qui circulent parfaitement libres sur toutes les routes jusqu'au nord du pays, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec la Thaïlande. Sans que l'on ne signale d'accrochage sérieux avec les anciens partisans Khmer Rouge de Pol Pot, et surtout sans retrouver ces dramatiques colonnes de réfugiés fuyant la famine, la peur et la mort. Il y a aujourd'hui des milliers de Cambodgiens sur les routes du Cambodge, circulant à vélo pour rejoindre un point de campagne à un autre, avec l'objectif essentiel d'y trouver les quantités de riz nécessaires à la nourriture d'une famille. D'y trouver ce qui va leur permettre de tenir les 6 prochains mois, ceux de la saison des pluies. Beaucoup craignent une nouvelle épreuve impossible pour le Cambodge. Une foule sans cesse en mouvement qui aujourd'hui surprend 300 000 habitants à Phnom Penh, qui commencent à peine à faire oublier la vision cauchemardesque de cette ville fantôme. Ici aussi, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques mois, on entre et on sort tout à fait librement. Faute de matériel, dans une ville qui a été complètement ravagée, Phnom Penh a bien du mal à se débarrasser de son odeur de décombres. Pourtant, quartier après quartier, les Cambodgiens tentent l'impossible. Plan de reconstruction qui va de la fourniture de lits à celle des ampoules pour les feux tricolores des carrefours. Les responsables de la municipalité de Phnom Penh, responsables cambodgiens, ne cachent pas la présence de conseillers, entre guillemets, vietnamiens. Les autorités vietnamiennes
qui nous aide d'aménager, de recaser les populations. Et ça se fait comment ce travail en commun? Ça commence. Comment se passe ce travail en commun? C'est eux qui décident ou c'est vous qui décidez? Non, c'est nous qui décidons. Nous discutons le projet avec les conseillers vietnamiens et enfin ils nous demandent notre opinion et c'est nous qui décidons nous-mêmes. Et l'on peut trouver aussi aujourd'hui au cœur de la capitale ce symbole du renouveau, la place du marché, en pleine activité de 6 h du matin jusqu'au coucher du soleil. Le marché, avec ses produits, nourriture ou autres, importés directement de Thaïlande, officieusement bien entendu et toujours en contrebande, mais qui fait revivre une masse de Cambodgiens selon le système économique le plus élémentaire, celui du troc. Ici, on paye en or, n'importe quoi, avec une bague, un reste de collier. On mesure, on découpe et on paye. Seule autre monnaie d'échange, le riz, dans la mesure où le riz est la base du salaire des Cambodgiens, 18 kilos par mois pour un fonctionnaire, 15 pour un chômeur. Les conseillers vietnamiens ferment les yeux, avec l'intelligence sans doute de comprendre qu'on ne peut pas empêcher le trafic dans un pays qui aura manqué de tout jusqu'à y mourir de faim. Comme ils ferment les yeux sur cette image presque dérisoire de Cambodgiens encore misérables venant déposer leur offrande au pied des bonzes, c'est que pendant 4 années, les pagodes ont elles aussi été systématiquement détruites pour répondre aux objectifs du régime Pol Pot. Un aspect du Vietnam qui fait croire à certains Cambodgiens, sans doute naïvement, qu'il n'y a là aucune arrière-pensée, même si l'on sait qu'entre ces deux peuples, la haine n'est pas de circonstance, elle est ancestrale, celle de 2 civilisations totalement opposées. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment veut-il vous appeler, princesse? Oh non, appelez-moi Lida, s'il vous plaît. C'est depuis le retour à Phnom Penh? Oui. C'est pour nous que vous êtes habillée comme ça? Oh non, c'est l'habitude. Aujourd'hui, c'est dimanche. Comment vous voyez l'avenir du Cambodge? Maintenant, j'ai un très grand espoir. C'est l'espoir, oui. C'est un espoir socialiste, communiste ou quoi? C'est un espoir, disons, socialiste, mais neutre. Voyez, pour nous, nous n'avons aucune... Enfin, c'est difficile dans la mesure où il y a d'autres personnes que les Cambodgiens aujourd'hui au Cambodge, et les Vietnamiens. Il y avait les Vietnamiens, mais ce sont seulement pour nous aider. Voyez? Oui, je vois où vous voulez en venir avec votre demande, votre question. Non, est-ce que vous entendez bien avec les Vietnamiens? Bien sûr. Pour vous, les militaires vietnamiens ici, ce ne sont pas des occupants? Non, ce ne sont pas des occupants. À votre avis, ils vont partir? Bien sûr. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Et je maintiens ce que je dis. Parce que, voyez, les Vietnamiens, ce ne sont pas des êtres sans cervelle. Et dans toute partie du monde, il y a les bons et les mauvais. Les Vietnamiens, il y avait les bons aussi, il y avait les mauvais aussi. Et les Khmers, moi aussi, chez nous. Pourquoi vous regardez mon guide, là? Quoi? Pourquoi vous regardez mon guide? Non, je ne regarde pas mon guide, je vous regarde. Au Vietnam, cela s'appelait en 1975 un camp de rééducation. Ici, cela s'appelle une école politique. Tous les Cambodgiens, hommes ou femmes, susceptibles d'occuper demain un poste de responsabilité, sont invités à suivre un stage de 2 mois dans une école politique. Un seul jour de congé par semaine, le dimanche, régime de l'internat, est levé à 5 h du matin. Chaque jour, au programme, des cours théoriques sur le marxisme, le léninisme et l'amitié entre Cambodgiens et Vietnamiens. L'après-midi, séance de discussion par groupe. Vous pouvez me dire quel âge vous avez? 37 ans. Qu'est-ce que vous faites à Phnom Penh? Avant ou bien en ce moment? En ce moment, je travaille à l'hôtel Norum. Comment est-ce que vous avez appris que vous alliez faire un stage ici?
C'est par le canal du comité de la ville, du comité d'organisation de la ville de Phnom Penh. Est-ce que vous pouviez refuser? Ça dépend du travail qu'on nous a donné. Je veux dire, est-ce que vous seriez toujours responsable de l'hôtel où vous êtes? Ça dépend, vous savez, en traversant le stage qu'on a reçu ici. Et après, si on est compétent dans d'autres domaines, ça dépend de la direction du comité de la ville ou bien de la direction de l'école. Ah bon, c'est à la fin du stage qu'on décide si vous pouvez continuer. On décide de continuer ou de changer notre métier. Mais vous n'avez pas de cours d'hôtellerie ici? Non, nous n'avons pas de cours d'hôtellerie. Est-ce que c'est pas trop difficile de passer d'un communisme à la chinoise à un communisme à la russe? Le communisme à la chinoise, c'est que j'ai déjà goûté. C'est pas du tout un communisme, c'est un faux révolutionnaire. Et le communisme à la russe? Le communisme à la russe, c'est un socialisme qui suit vraiment la ligne malénine. C'est que je fais l'étude aussi et je comprends. Lorsque vous étiez en France, vous étiez déjà socialiste? Non, mais j'aimais lire les documents, les livres de Kalmat, de Angel et de Lénine. Et c'est pourquoi que je pense avant que peut-être le régime socialiste est merveilleux pour la vie. Vous parlez comme dans vos livres. Sourire contraint et forcé sur le visage d'hommes qui sans doute ne sont pas dupes, l'espoir pourtant renaît chaque fois que l'on retrouve ces visages d'enfants. Que ce matin-là, au détour d'une rue, nous soyons tombés sur cette école où aucun rendez-vous n'avait été préparé, que nous demandions l'autorisation de filmer parce que le dialogue entre des enfants et un professeur, cela aussi s'appelle le renouveau d'un pays. Mais comprendre brusquement que la pénétration vietnamienne est ici encore plus subtile. Dans le programme, il figure dans le programme la langue russe et la langue vietnam, mais c'est dommage, nous n'avons plus de professeurs ici. La langue vivante est enseignée seulement dans le collège. Il n'y a pas de professeur vietnamien qui parle en cambodgien, donc il est impossible d'enseigner aux élèves et même aux instituteurs et professeurs. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus le français, c'est fini. Dans les coulisses du Théâtre National, d'anciennes danseuses de ballet cambodgien se préparent pour une soirée de gala. C'était un soir à Phnom Penh, il y a 15 jours à peine. Un soir où l'on se prend à oublier pour quelques instants que si des enfants mangent aujourd'hui au Cambodge, il y a tout de même des hommes de 40 ans dans des écoles politiques, des élèves qui apprendront le russe et le vietnamien. Avec au programme de ce soir-là ce nouveau tableau des ballets nationaux de Phnom Penh, la main d'une femme cambodgienne qui remercie un soldat vietnamien de l'avoir libéré. Et dans le noir de la salle, combien ont pensé que lorsqu'on n'a pas le choix, entre deux mots, mieux vaut celui qui vous laisse survivre. Le prochain rendez-vous que vous avez avec l'information est avec Paul Amar vers 23h, 22h50. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. À lundi.